l'information. Merci de votre attention. L'actualité ce lundi, le code des personnes et de la famille, toujours pas très bien connu par la majorité, surtout les femmes. Idem pour le code pénal de réviser. Ce n'est pas bien, semble dire les femmes parlementaires du Togo en caucus depuis ce matin sur les fondamentaux. En Côte d'Ivoire, ça ne s'arrange pas. Les mutins font de nouveau parler les armes, semant des troubles dans le pays. La situation tout à l'heure évoquée dans cette édition. La découverte ce soir, Imelda, jeune artiste dans le batik, hier étudiante, aujourd'hui entrepreneur dans le métier, plutôt fière de l'être, à voir et à regarder en fond de journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Tout le monde en parle, tout le monde s'en réfère. Le code des personnes et de la famille reste cependant méconnu pour la majorité, les femmes en l'occurrence. Idem pour le code pénal révisé à l'Assemblée nationale. Les femmes parlementaires s'en préoccupent. Elles sont réunies ce matin en caucus pour une session de dissémination sur les fondamentaux. Les précisions de Pierre Soussoupon. Elles ont tout abandonné pour venir assister à la session de dissémination des dispositions du Code de personnes et de la famille et du Code pénal révisé. Des femmes pressées de connaître leurs droits et de savoir les réclamer. Mais la plus pressante semble être celle-ci, et si la cinquantaine. Longtemps victime des abus liés au droit conjugal, elle vient s'approprier les fondamentaux des textes comme beaucoup d'autres femmes à cette session. Religieusement, elle écoute les magistrats qui expliquent et qui les encouragent à prendre la parole. Je suis mariée, nous sommes au nombre de 5 femmes et notre mari est décédé, malheureusement 9 ans. Donc, hors de cela, j'ai appelé les mères copouses où on a qu'à réunir ensemble pour partager les choses de notre mari. Maintenant, le grand frère de notre mari a dit que c'est lui qui va prendre devant. Et on a fait administrateur de biens pour lui. Malheureusement, mon enfant est en classe de terminale. On a fait l'administrateur de biens là. Il a refusé catégoriquement de prendre mon fils là en charge. Tous les enfants en charge. Maintenant, ils ont bloqué tout l'héritage de notre mari là. C'est un combat qu'elle s'engage à gagner aujourd'hui et plus que jamais. À leur côté, le caucus des femmes parlementaires pour défendre et promouvoir leurs droits. Et l'objet de cette opération y trouve tout son sens. Opération soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il était important que le PNUD s'engage à soutenir cette initiative qui est menée donc par le caucus des femmes. Mais le caucus des femmes a également pris soin de travailler en étroite collaboration avec des magistrates et des magistrats de grande expérience, des officiers également de police judiciaire, des greffiers, en tout cas tous les acteurs de la chaîne, afin que l'information dans les langues et le format compréhensible par les femmes à la base. Ici, nous parlons des femmes qui sont dans toutes les préfectures de la région maritime. Donc, que cette information puisse être mise à disposition et qu'elles en profitent aussi pour parler de leur vécu. Députés et magistrats se liguent donc contre la méconnaissance des droits humains. La présidente du caucus des femmes parlementaires réaffirme l'engagement de l'institution à faciliter l'appropriation des textes à tous, les femmes en premier lieu. Nul ne doit ignorer la loi, dit-on souvent. Mais en même temps, prenons-nous assez de dispositions pour que cela soit ainsi. C'est la raison pour laquelle le caucus des femmes parlementaires a pris l'initiative de porter l'information à celles et à ceux que la loi protège et également à ceux qui l'appliquent quotidiennement pour permettre à tous les citoyens de connaître leurs droits et devoirs
de jouir de leurs droits et de s'acquitter de leurs devoirs. L'égalité des sexes reste aujourd'hui plus que d'actualité. Ce faisant, la tendance est plutôt à la responsabilisation de la femme en tant qu'actrice de développement, notamment dans la prévention, la médiation et la résolution des conflits à caractère social qui mettent à rude épreuve les ménages. C'est une vaste opération qui couvre toutes les régions du Togo. L'étape de la région maritime prendra fin le 22 mai prochain. Le HCROM et les responsables préfectoraux du Golfe en séance de travail ce lundi. Également à l'ordre du jour, la préparation des missions de sensibilisation des victimes des troubles sociaux politiques dans notre pays. Ramdan Bassina pour le compte-rendu. C'est parti pour les séances de sensibilisation du HCROM dans la région maritime. En rencontrant ce jour les responsables de la préfecture du Golfe, la présidente du HCROM, Awanana Daboya, a voulu s'assurer des différents dispositifs en vue de la sensibilisation du 18 mai prochain dans le Golfe. Déjà, l'on se félicite de cette démarche qui appelle à ce que chaque couche de la société soit réellement représentée au cours de cette phase de réparation. Je pense que c'est un processus qui est porteur parce qu'il prend en compte toutes les couches et a une démarche réellement participative et inclusive. Bien, je voudrais tout simplement demander aux citoyens et citoyennes de la préfecture du Golfe d'écouter le message du HCROM et surtout d'adhérer à la démarche qui contribue à une vraie réconciliation afin que toutes les énergies puissent participer au développement de notre pays pour un Togo émergent. Cette phase de sensibilisation inscrite à l'agenda des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR permettra à terme d'avoir l'adhésion des populations pour la réussite du processus. D'autres rencontres similaires sont attendues dans la préfecture des Lacs, suivies de la séance de sensibilisation avec les populations et les victimes des différents troubles sociopolitiques qu'a connu le Togo de 1958 à 2005. Autre sujet évoqué, l'audit des établissements publics. C'est quoi leur importance et quelle méthode adéquate pour éviter la corruption et les gâchis? Une séance de formation réunie à Kwalimé les cadres de la Direction nationale du contrôle financier sur le sujet, à l'initiative le ministère de l'économie avec l'expertise de la Banque africaine de développement. Antoinette Omavavo. Des réformes de la gestion des finances publiques ont été entreprises depuis 2010 afin de moderniser la gestion publique et la hisser au niveau des nouvelles pratiques et des normes internationales. Ceci en vue d'endiguer les fraudes, la corruption et les malversations financières. Ici à Kwalimé, ces cadres du contrôle financier se mettent à niveau pour répondre aux nouvelles exigences et maîtriser les normes comptables applicables aux établissements publics. Nous allons faire une revue des normes qui sont les normes comptables d'abord, qui sont applicables aux entreprises publiques. Nous ferons aussi une revue des normes d'audit, des normes de contrôle, avant de passer maintenant à la démarche d'audit, qui est une démarche normée avec des codes qu'il faut respecter pour pouvoir donner un résultat à ces crédits. Dorénavant, quand on fera des ministres ordonnateurs de leur budget, seul le contrôleur financier sera l'œil et l'oreille du ministre de l'économie et des finances. Dans ce cadre-là, il doit donner d'abord son avis sur les budgets et maintenant suivre l'exécution et à la fin aussi donner son avis. La méthodologie de l'audit, l'élaboration des rapports d'audit. Ce sont là quelques modules qui seront abordés au cours de cette formation. Initiée par le ministère de l'économie et des finances, la formation a reçu l'appui financier de la BAD à travers le projet PAMOSI. Économie, les finances encore avec cette série de rencontres OTR, opérateurs économiques, en toile de fond la loi de finances 2017, explication de test sur les réformes et surtout les avantages pour les opérateurs économiques, séance à Takwame, puis à Kwalimé, Yves Agbevivi, Christine Pétekialoudé. Des hôtels aux pharmacies en passant par les établissements de vente d'engins, de pièces d'engins et de petits commerces, sans oublier les cabinets d'huissiers, la délégation des agents de l'ETR, conduite par le commissaire des impôts, M. Adoyi et Soravana,
a échangé avec les contribuables, des discussions fructueuses qui ont permis aux 10 contribuables de revoir prochainement leurs utilisations, celles qu'ils font de la facture normalisée. Globalement, les agents de l'ETR se sont félicités de la collaboration des contribuables, dont la plupart utilisent les documents de la fiscalité comme le carnet de facture normalisée. La délégation a encouragé ceux qui disposent encore de factures ordinaires à se mettre en règle sous peine de sanctions. Nous avons partagé certaines préoccupations par rapport à la nouvelle loi des finances 2017 qui nous fait obligation désormais aux prestataires de services que nous sommes de déclarer, de payer la TVA et aussi par rapport à la taxe foncière que nous sommes obligés de collecter pour l'OTR alors que nous n'avions pas cette information-là. C'est un plaisir pour un opérateur économique de payer ses impôts. Si les impôts sont réduits, non, parce que nous savons que les impôts c'est pour les écoles, c'est pour les routes. Alors pourquoi ne pas les réduire pour que tout le monde puisse les payer? Nous avons posé beaucoup de questions et ces réponses nous ont satisfaits. Et nous aimerions qu'ils reviennent et qu'à bâton rompu, on puisse encore en débattre. Et j'espère que d'autres occasions se présenteront. Les dangers que représentent les factures ordinaires, aussi bien pour les acteurs eux-mêmes que pour l'économie nationale, et les avantages de l'utilisation de la facture normalisée, ces détails ont été exposés aux contribuables au cours de cette visite d'information que l'ETR a voulu pour se rapprocher davantage des contribuables. L'une des réformes de la loi de finances exercice 2017 est la réduction du taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. De 18%, elle est ramenée à 10%. Une mesure pour mieux accompagner les opérateurs économiques. Ceux de Palimé, notamment les gérants d'hôtels, de bars, restaurants, les auxiliaires de justice et autres, ont été entretenus sur la loi de finances 2017 et ses avantages. C'était un moment très fructueux dans la mesure que les explications, les questions que nous avions posées, les réponses qu'ils nous ont données, c'était très très intéressant. Ce qui permet de connaître mieux le pourquoi il faut payer l'impôt et comment le payer. Cette rencontre avec les opérateurs économiques s'inscrit dans la logique du plan opérationnel de l'OTR qui prévoit des rencontres pédagogiques en vue de renforcer les relations entre l'institution et ses partenaires. Aujourd'hui, au niveau de l'Office togolais des recettes, nous avons l'obligation de rendre un service de qualité aux opérateurs économiques. Cette mission nous permet aussi de constater la réalité de cette qualité au niveau des opérateurs économiques. Ils ont soulevé des préoccupations qui sont pour nous sont des préoccupations légitimes. Nous avons essayé de leur donner des réponses que nous trouvons satisfaisantes. Pour les cas particuliers des hôtels et des restaurants, la loi de finances 2017 a introduit une réduction de taux. Nous leur avons passé l'information, leur donné des conseils pour leur dire de la façon par laquelle ils pourront gérer pour faire développer l'activité touristique et développer aussi leur activité. C'est également un canal pour identifier les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques sur le terrain en vue de définir une synergie d'action à même de permettre à chaque partie de tirer un meilleur profit. Aspirez-vous à devenir un homme d'affaires, à créer votre propre entreprise? Et oui, c'est le rêve, le désir de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Certains se lancent, peu arrivent ou du tout envie d'entreprendre. Quelques conseils pratiques. Christine Péché-Kialoudé. Les jeunes diplômés éprouvent souvent des difficultés à s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Et l'entrepreneuriat se présente aujourd'hui comme un palliatif assez déterminant dans la lutte contre le chômage. Mais avant de se lancer, tout jeune entrepreneur doit savoir que l'ambition première de toute entreprise est la création de richesses. Et cela nécessite un plan. Pour monter son entreprise, d'abord le jeune doit partir généralement de ce que nous appelons une idée d'entreprise ou une idée d'affaires. Alors c'est cette idée qu'il va commencer par voir quelles sont les compétences, les atouts qu'il dispose par rapport à cette idée. Généralement, les jeunes entrepreneurs, nous les conseillons
de pouvoir se mettre au devant de la scène eux-mêmes, ne serait-ce que pour un début. Parce qu'ils n'ont pas forcément de moyens pour recruter les spécialistes, les techniciens en la matière. Alors, s'il s'assure qu'il a la maîtrise de son activité, il faut forcément qu'il ait la passion également de l'activité. Parce que l'aventure entrepreneuriale présente des problèmes, c'est un terrain plein d'embûches. S'il a la passion pour l'activité, à chaque fois qu'il trébuche ou bien à chaque fois qu'il tombe, il va pouvoir se relever. Il va maintenant regarder s'il y a un besoin pour cette idée d'affaires. S'il s'assure que le besoin est là, c'est-à-dire la demande, la clientèle est là, maintenant, il peut se lancer en faisant généralement l'équilibre entre le besoin qui est le marché et les ressources dont il dispose. Les difficultés, il y en aura. Si les difficultés viennent, qu'il discute avec les gens, qu'il pose le problème et qu'on l'aide maintenant à résoudre ce problème. Le manque de moyens financiers est souvent évoqué comme un autre frein à l'entrepreneuriat. Mais les spécialistes du domaine estiment qu'à partir de 0 francs, on peut aussi monter une affaire. Si par exemple, je veux exercer une activité, surtout dans le commerce, à 0 francs, il y a des gens qui ont des produits. Je peux être un commercial pour ces gens-là. Il faut d'abord que je négocie avec ces gens, que je donne des garanties nécessaires et que j'ai la capacité de vendre. Là, ils peuvent me livrer les produits à crédit. Avec cette confiance-là, moi je vends les produits, le bénéfice que j'ai, j'épargne un peu, et puis je me lance maintenant dans mon affaire. L'esprit entrepreneurial est aujourd'hui promu au Togo à travers plusieurs mécanismes dont le FAYEJ. Tout jeune entrepreneur doit donc travailler dur et apprendre de ses erreurs. Ceci pourra l'amener à réussir une affaire prospère dont il peut être fier. La passation des marchés, les mesures, les procédures idoines à observer, à respecter. La police nationale est à l'école depuis ce matin de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Les précisions de Rufine, Komaclo, Rachel Aokou. Les fonctionnaires de police et responsables du centre de formation des professions de justice à l'école de passation des marchés publics. Ils vont durant 3 semaines maîtriser les procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics afin d'être plus efficaces dans l'exécution de leurs tâches. L'école nationale de police est en pleine réforme et nous avons introduit dans les nouveaux programmes de formation de nouveaux modules de formation, y compris celles qui portent sur les marchés publics. Et donc, ces sessions de formation nous permettront également de renforcer les capacités des cadres de l'École nationale de police chargés de concevoir et de mettre en œuvre ces modules de formation. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires de police sont souvent amenés aussi à s'impliquer dans le processus de passation de marché et c'est à juste titre que l'autorité de régulation des marchés publics a accepté leur livrer des connaissances spécifiques. Cette semaine, il y a la thématique sur le cadre institutionnel, les principes fondamentaux et autres. La semaine suivante, il s'agira d'aborder la préparation des dossiers d'appel d'offres, IAO, et puis la 3e semaine sera consacrée à une autre thématique qui va leur permettre d'être suffisamment outillés pour mieux passer les marchés. La formation est une initiative de l'École nationale de police qui renforce ainsi son système d'enseignement. La démarche est soutenue par l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui à la formation des agents de police du Togo. L'éducation à présent, la réforme du système et l'amélioration de sa qualité, préoccupation partagée ici par les différents acteurs à cette séance de formation pour formateurs. Séance à Palémé, Tabita Kakpo, Firmin, Adjinare. Le plan sectoriel de l'éducation, qui est le cadre fédérateur des actions de l'éducation au Togo, a dégagé les axes stratégiques sur lesquels doit fonctionner le sous-secteur. Mais il ne retrace pas, à travers un plan d'action clair, l'opérationnalisation des actions de cette politique. C'est pourquoi il devient impérieux d'élaborer une stratégie de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous accompagnons les pays pour élaborer des politiques et des stratégies en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle
qui permettent d'améliorer les contenus des formations et offrir aux jeunes filles et garçons des compétences nouvelles qui leur permettent non seulement de pouvoir obtenir des emplois décents et rémunérateurs sur le marché de l'emploi, mais surtout avec un accent sur les questions d'entrepreneuriat et d'auto-emploi. C'est pour cela que l'UNESCO s'est engagé aux côtés du gouvernement togolais pour que nous puissions apporter nos réponses concertées dans le défi de l'emploi des jeunes. Les effectifs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont passés de 31 255 à 35 892 entre 2013 et 2015. Cette évolution correspond à un taux de croissance de 14,83%. Ces chiffres sont en dessous des prévisions, en témoigne le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo est censé répondre aux multiples besoins en formation en inscrivant ces actions dans une logique de changement qualitatif, susceptible d'offrir aux jeunes des compétences qui leur permettent d'être compétitifs sur le marché du travail. Les résultats attendus permettront de réaliser la vision que nous avons pour ce département, à savoir promouvoir d'ici à 2030 un système d'enseignement technique et de formation professionnelle de qualité pour tous les Togolais tout au long de la vie et qui favorise une meilleure insertion sur le marché de l'emploi. Une telle démarche est l'expression de l'ambition du gouvernement qui est de faire de la formation professionnelle l'un des leviers du développement du pays. Il est 20h22 à l'étranger en Côte d'Ivoire. Cela fait 3 jours que les soldats mutants mettent la pression sur le président ivoirien Alassane Ouattara. Il réclame le paiement de la prime promis en janvier dernier. Des fusillades ont éclaté ce lundi encore à Bouaké et à Abidjan. Les écoles, les entreprises sont fermées. La situation, vous allez le voir, reste très confuse sur place. Sur la route qui conduit à Abidjan, les files de camions s'allongent et depuis vendredi, tout le monde attend. Les transporteurs ivoiriens comme ceux des pays voisins. On est là, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Et quand on regarde la télévision, on nous dit que tout va mieux, il n'y a pas de problème. Mais il y a problème. Et quand le barrage s'ouvre, c'est au compte-gouttes et ce n'est pas gratuit. J'ai payé 5 000 francs pour rentrer et 5 000 francs pour sortir. En ville, on entend des coups de feu. Ce sont les mutins qui tirent en l'air pour intimider la population et maintenir la pression. Ils réclament que le gouvernement tienne sa promesse. En janvier, après une première mutinerie, 8400 soldats avaient obtenu le versement d'une prime de 12 millions de francs CFA, plus de 18 000 euros, mais seule une partie leur a été versée. Jeudi dernier, à la télévision nationale, un sergent présenté comme un porte-parole des mutins a déclaré qu'il renonçait au reliquat. Mais sur le terrain, c'est autre chose. C'est pas un coup d'État, c'est nos papas. Nous, on veut qu'ils remettent notre argent. On rentre en caserne. Ces mutins sont des anciens rebelles du Nord qui avaient soutenu le président Ouattara au moment de la crise post-électorale de 2010-2011. Aujourd'hui, ils se disent trahis. Et si le président reste silencieux, le chef des armées affiche sa fermeté et promet des sanctions sévères. Des blindés se sont rapprochés de la deuxième ville du pays où la vie continue autant que possible. En attendant la fin de la crise, la gendarmerie ivoirienne comme l'ambassade de France recommande de ne sortir qu'en cas de nécessité. À l'étranger encore, en France notamment, premier déplacement international pour Emmanuel Macron, direction Berlin, où il a affiché des signes de complicité avec Angela Merkel. Regardez. C'est presque devenu la routine. Angela Merkel reçoit son 4e président de la République française. Celui-là a un quart d'heure de retard, mais la chancelière ne semble pas lui en tenir rigueur. Large sourire, main sur l'épaule, l'accueil de la chancelière est chaleureux. On fait de notre mieux, lance en anglais le président photographe. Puis les deux dirigeants se dirigent vers leurs équipes. Emmanuel Macron présente son cabinet et plus longuement Philippe Etienne, jusqu'ici ambassadeur à Berlin et bientôt son conseiller diplomatique. Un salut à la foule, massée devant les grilles de la chancellerie, avant que ne résonne la Marseillaise. Et dans ce protocole réglé au millimètre, la chancelière n'a pas besoin
d'autres présidents de guider Emmanuel Macron sur le tapis rouge. L'examen protocolaire est réuni. Travail qui va durer près d'une heure. L'Europe, la défense, l'économie, les sujets sont nombreux et à l'issue, les deux dirigeants tiennent à montrer que dans ce couple, les relations sont équilibrées. Je serai en tout cas pour ma part toujours un partenaire franc, direct. Bien sûr, chacun défend les intérêts de son pays, mais les intérêts de l'Allemagne sont liés aux intérêts de la France, et l'Allemagne ne va bien que si l'Europe va bien. L'Europe va bien seulement si la France est forte. La première impression a-t-elle été la bonne? Angela Merkel et Emmanuel Macron vont conclure cette rencontre par un dîner à la chancellerie. Un dîner de travail, tant les sujets à traiter entre eux sont nombreux. Et sachez aussi que le président Emmanuel Macron, avant de s'envoler pour Berlin, a nommé son nouveau Premier ministre, Édouard Philippe, député des Républicains. Le nouveau gouvernement est attendu pour demain, mardi. Retour chez nous dans le reste de l'actualité, la nouvelle saison pour les cotonculteurs du Togo. La NSCT sonne la mobilisation partout. L'objectif, faire monter la production. Lucassi, Rachel Aokou. Quatrième produit d'exportation du Togo, le coton renaît de ses cendres et fait désormais partie des priorités du gouvernement. Cela a permis de définir une nouvelle politique de remobilisation des producteurs, surtout une vision pour la filière cotonnière. L'objectif est d'atteindre une production de 200 000 tonnes de coton graines de qualité supérieure avec un rendement d'au moins 1600 kg à l'hectare à l'horizon 2022. La campagne cotonnière 2016-2017 connaît une production de 105 000 tonnes de coton-graines, soit 24 000 tonnes que la campagne précédente. Et pour donner un nouveau coup de pouce aux cotonculteurs du pays, la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, a entamé une campagne de sensibilisation. Elle porte sur l'optimisation et l'accélération de la production cotonnière. Je vous invite, chers producteurs, à vous mobiliser de nouveau pour accroître votre production. Surtout ceux qui sont dans le Zio Nord, vous avez beaucoup d'espace là-bas, mettez ça à profit pour plus de graines de coton la campagne prochaine. Il était également question d'annoncer à ces cotonculteurs la tenue d'un programme de récompense portant sur la campagne 2017-2018 et la mise à disposition à temps des intrants. Pour la campagne 2016-2017, la région maritime a produit 1135 tonnes de coton-graines sur une superficie de 8 919 hectares, soit un rendement de 845 kg par hectare. Le coton contribue pour 20 à 40% aux recettes d'exportation et jusqu'à 4,3% au PIB national. La mobilisation également pour les femmes, elles veulent faire face elles aussi au changement climatique, inspiré par le projet RED+, l'étape de la lutte dans la région maritime. Écoute ça là, Adolphe Paca. L'abattage anarchique des arbres, une pratique que l'on observe au quotidien dans les milieux ruraux. Et pour cause, l'utilisation de ces bois comme source énergétique dans les ménages. Et selon une étude menée récemment par la GIZ, le Togo a atteint un taux de déforestation de 25%. Le phénomène accentue les changements climatiques et le consortium Femmes RED+ Togo propose comme solution l'utilisation des foyers améliorés. Ici à Agoye, à Côte-d'Ivoire, dans la préfecture d'Agou, le consortium est venu sensibiliser les populations, notamment les femmes, sur le sujet. La sensibilisation de ce matin m'a vraiment plu parce que le début de tout développement, c'est l'élimination de l'ignorance. Les thèmes développés aujourd'hui ont réveillé l'attention de la population sur les méfaits du changement climatique. J'en ai pour témoignage l'explication qu'une dame est venue donner sur à la question comment ont-ils compris la séance d'aujourd'hui. La femme a bien résumé qu'on leur demande d'utiliser le foyer amélioré pour moins utiliser le charbon de bois et moins couper les arbres. Ce qui fait que je me dis
que la population a été très attentive, réceptive et a bien compris le message. Les foyers améliorés, c'est pour pouvoir économiser dans l'utilisation du combustible. Puisque avec le foyer amélioré, il y a un stockage de l'énergie qui fait que même si tu mets une petite quantité de charbon pour faire ta cuisine, tu peux l'utiliser et faire beaucoup de choses. Actuellement, nous sommes à la naissance. Donc, il y a un processus à suivre. Nous allons faire les sensibilisations. On viendra les former sur comment utiliser, comment fabriquer ces foyers améliorés. Cette campagne de sensibilisation fait partie de la mise en œuvre du projet Promotion de l'utilisation des foyers améliorés au Togo. Elle sera exécutée dans les 5 régions économiques du Togo. C'est un projet financé par le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts au Togo, RED plus Togo, et le programme de gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGI-CT. Les effets des changements climatiques se ressentent un peu partout d'un bout à un autre, un phénomène dont les causes sont souvent imputées à l'action humaine. Les feux de brousse, la coupe anarchique des arbres et la dégradation du couvert végétal, autant de pratiques qui concourent au dérèglement climatique et qui nécessitent des actions concertées. Ici à Cinquancé, dans la région des Savanes, le consortium des femmes RED plus Togo s'est mobilisé pour impliquer la gente féminine dans la gestion de l'environnement à travers l'usage des foyers dits améliorés. On a amené certains fourneaux qui peuvent utiliser moyen le savon que nous utilisons et nous allons nous apprendre après comment construire un foyer amélioré pour utiliser le bois. Comment nous allons utiliser nos foyers pour que le savon a de l'économie, le bois a de l'économie pour l'avenir de nos enfants. Comment nous allons entretenir, planter les arbres pour que le sang et nos cultures rejoignent et de bon l'air qui va revenir. En utilisant ces foyers améliorés, les femmes agissent sur l'économie du combustible et en même temps agissent sur la déforestation et la dégradation des forêts. Au Togo, le taux de déforestation annuel est estimé à 5,8% d'après les études réalisées par la GIZ sur l'inventaire forestier. L'usage du bois à des fins combustibles et l'émission des gaz à effet de serre contribuent énormément à la dégradation de l'écosystème. Selon les responsables de l'environnement, les femmes sont souvent les plus affectées par les conséquences. Les impliqués dans cette lutte relèvent d'une stratégie gagnante. Nous savons que c'est nos mamans qui utilisent le bois de chauffe, le charbon de bois pour faire les activités domestiques comme la cuisine et autres. Donc il est question de les conseiller à utiliser rationnellement le combustible là pour économiser non seulement en monnaie trébuchante et aussi réduire la dégradation de la coupe des bois. C'est justement à cet idéal que veut aboutir la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+. Restaurer progressivement le couvert végétal pour conserver durablement la biodiversité. RED+, la mobilisation des femmes également là à Cinquancé. Notre projecteur ce soir sur un artiste et fier de l'être. Imelda, étudiante, 3 ans à l'université, reconvertie après dans le batik, aujourd'hui entrepreneur dans la profession. Pas de saut métier, dit-on. Imelda, la rubrique découverte de cette édition. Ekwesala, firmé à Ginare. Le quotidien de la jeune Imelda se résume essentiellement à son atelier e-batik qu'elle a installé à Lomé il y a quelques mois. Elle est spécialisée dans la conception des t-shirts, robes, chaussures et autres. Passionnée de l'art et des couleurs, Imelda propose chaque jour à ses clients une gamme variée d'articles qui illustrent son talent artistique. Tout commence par le dessin, la mise en forme de son imagination et quelques minutes après, le résultat est là. C'est vraiment parti de soi. J'aimais dessiner, je savais dessiner et ça m'a pris une fois de me dire mais pourquoi ne pas faire mes propres motifs de dessin, porter mes couleurs à moi-même, ce que moi-même j'aurais créé et tout. Donc de fil en aiguille, j'avais des amis qui faisaient aussi le batik, des amis qui aimaient dessiner tout comme moi.
Donc je me suis dit, pourquoi ne pas apprendre avec eux? Donc c'est parti de soi comme ça. Ils me l'ont appris, spécialement le batik, comment utiliser de la bougie pour dessiner sur un tissu, comment faire le mélange des teintes et tout ça. Donc j'ai appris ici d'abord avec ces amis-là. Et puis après, je suis partie me perfectionner au Burkina chez un oncle. Et c'est de là, bon, j'ai continué à exercer ce métier que vous voyez là maintenant. En 24 heures, Imelda peut réaliser seule une dizaine d'articles. Et lorsque la commande est importante, elle se fait souvent aider par sa maman. Une main forte que celle-ci prête à sa fille avec fierté, car selon elle, Imelda est tout simplement en train de réaliser son rêve d'enfance. Déjà enfant, elle crayonnait beaucoup, elle dessinait beaucoup, et puis elle coiffait, et puis elle chantonnait. Et moi j'étais émerveillée souvent, tellement ce qu'elle fait, ça rentre vraiment dans ce qu'elle aimait faire. On ne peut que rendre grâce à Dieu, parce qu'aujourd'hui elle fait ce qu'elle aime. Elle a commencé à faire la teinture chez nous dans la cour. Moi je l'aidais jusqu'à des heures tardives et tout ça. Moi je suis très fière de ma fille. Après 3 ans d'études universitaires, Imelda a décidé de se lancer dans ce projet entrepreneurial. Aujourd'hui, la jeune entrepreneur arrive à trouver son gagne-pain quotidien à partir de ces différentes réalisations. Il n'y a pas que les études aujourd'hui, puisque moi j'en suis la preuve, j'ai fait mes études, mais j'ai ajouté encore le batik. Je travaillais en temps plein à la maison et là on me connaissait plus par les médias, WhatsApp, en allant, et les commandes se faisaient de bouche à oreille. Maintenant que je suis installée, on peut, c'est vrai, venir dans l'atelier, dire voilà, je veux cet objet, je veux cet objet. Là, c'est plus concret. Imelda nourrit l'ambition d'agrandir son atelier en vue de créer l'emploi à la jeunesse de son quartier et reste disposée à partager son savoir-faire avec d'autres jeunes qui ambitionnent lui emboîter le pas. Et voilà, rubrique découverte, Imelda ce soir sur la télévision togolaise. Ce communiqué avant de refermer cette édition dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des musées 2017 autour du thème Musées et histoire douloureuse, dire l'indicible dans les musées. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, à travers la direction du patrimoine culturel, organise des journées portes ouvertes du 18 au 24 mai 2017 dans tous les musées publics, visites libres et gratuites. Lieu, musée national au Palais des Congrès de Lomé, musée régional maritime à Nero, enceinte de la préfecture des Lacs, musée régional du centre à Sokodé, sur la route de Bassère, enceinte du CLAC, musée régional de la Cara au Palais des Congrès de Cara, musée régional des Savanes, entre l'agence Togo Télécom et la mairie de Dapan. Une conférence débat sur le thème Musée, histoire douloureuse, dire l'indicible dans les musées à la salle American Corner à l'université de Lomé le 18 mai 2017 de 9h à 11h. Voilà qui m'a fait cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir de partout sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.